vous pourrez intervenir et nous poser des questions si vous en avez. Et ensuite, il y aura 3 interventions et de nouveau une série de questions. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je vous propose de démarrer la première intervention. Donc, c'est Christelle Sordet, qui est responsable de l'éducation thérapeutique, maître de conférence à Strasbourg en rhumatologie, qui œuvre dans ce domaine depuis maintenant de longues années, qui a une grande expertise. Et donc, on remercie Christelle d'être là pour nous parler des spondylarthrites et de mieux comprendre les signes de la maladie. Merci, merci Laurent. Bonjour à tous à vous qui êtes en présentiel, et on a aussi la chance d'avoir cette conférence en web. Donc, bienvenue à vous les personnes qui sont connectées en distanciel. Je vois qu'il y a déjà une petite main qui se lève, mais je ne sais pas, on verra pour après. Il y a 27 personnes. Donc, je peux avoir le topo? Il y a un petit problème technique. Il faut que je vienne? C'est bon. Donc, effectivement, aussi, il est important de rappeler que cet événement se déroule avec le soutien des associations qui sont la FLAR et l'AFS. Donc, par contre, c'est vous qui passez les diapos? Alors, on peut passer à la slide suivante. Alors, effectivement, mon topo, c'est mieux comprendre les signes de la maladie. Parce que déjà, tout d'abord, on peut passer à la slide suivante. On parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'une spondyloarthrite ou des spondyloarthrites? Bon, alors en fait, effectivement, dans le groupe des spondyloarthrites, il existe, c'est probablement, c'est un ensemble de maladies. Il y a la spondylarthrite ankylosante, que vous connaissez probablement, mais il y a aussi d'autres maladies comme le rhumatisme psoriasique. Vous pouvez passer les slides. Là, voilà, les spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, une maladie moins connue qu'on appelle le SAPHO. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les spondyloarthrites. Allez-y, vous pouvez passer. Les arthrites réactionnelles, les spondyloarthrites périphériques ou encore les manifestations articulaires qui sont associées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc en fait, pour s'en sortir un petit peu, essayer de mieux comprendre les choses, l'idée c'était de se dire, mais alors qu'est-ce qu'il y a en commun à toutes ces pathologies? Eh bien, il y a 2 grands symptômes phares que sont, les douleurs articulaires, tendineuses, qui ont une caractéristique particulière parce qu'elles sont dites d'horaire inflammatoire. Ça veut dire qu'elles réveillent plutôt en deuxième partie de nuit et qui fait que le matin, c'est compliqué. Comme le même titre que la dame qui va chercher son café, voilà, on est rouillé, ça peut durer plusieurs minutes. En général, on dit que c'est significatif au bout de 15 minutes et plusieurs heures. Et puis, ces douleurs, elles sont parfois permanentes, ou alors parfois il y a une notion de poussée. Mais en tout cas, ce qui revient beaucoup de ce que les patients nous rapportent, c'est le côté un peu imprévisible, qui est aussi d'ailleurs compliqué à gérer. Associé à ça, il y a aussi la fatigue. La fatigue est un symptôme qui fait partie de la maladie. Et dans certaines études, on peut retrouver pratiquement un patient sur 2 qui souffre de cette fatigue qui est considérée comme inhabituelle, qui est inexpliquée parce qu'on ne s'est pas spécialement couché tard, on dort bien et pourtant on est fatigué et ça a un impact important sur sa vie personnelle. Associé à ces signes, eh bien, on a ce qu'on appelle des symptômes qui sont liés à autre chose que des atteintes du squelette, des articulations, des tendons. C'est les signes extra-articulaires, mais je vais y revenir. Donc, vous voyez, 45% dans cette étude. La localisation, donc vous pouvez cliquer parce que c'est animé. Il y a une atteinte axiale qui touche l'axe du corps, la localisation périphérique, et puis on va encore parler des signes extra-articulaires. Si on revient sur l'atteinte axiale, eh bien on s'aperçoit, vous pouvez appuyer, voilà, qu'il peut y avoir une atteinte de la colonne, donc du dos, principalement au niveau lombaire, mais ça peut toucher aussi les autres segments du dos, donc la colonne cervicale, la colonne dorsale. Et puis ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle une atteinte du bassin, vous pouvez cliquer, et c'est des douleurs plutôt des douleurs dans les fesses qui ressemblent un peu à des sciatiques, mais ce n'est pas des vrais sciatiques qui tirent jusque dans les orteils, c'est parce qu'en fait c'est l'articulation des fesses qu'on appelle les sacroiliaques qui peut s'inflammer. Et enfin, ce qui est souvent oublié, c'est dans l'axe où nous avons aussi tout le squelette antérieur au niveau de la poitrine, au niveau du sternum, qui est l'os du centre, et avec les côtes.
Vous pouvez aussi cliquer et c'est des douleurs qui ressemblent plutôt à des douleurs d'origine parfois cardiaque d'ailleurs. Donc très souvent, on va voir son cardiologue pour vérifier que le cœur fonctionne bien. Sur le plan périphérique, en fait, il y a deux types d'atteintes. C'est les articulations et la caractéristique des articulations touchées, c'est plutôt les grosses articulations, les genoux, les chevilles, les hanches. Et il y a souvent ce côté un petit peu asymétrique. C'est pas toujours des deux côtés, mais il y a aussi cette image de doigt en saucisse. On appelle ça dans les termes médicaux une dactylite, mais c'est vraiment, je vous montrerai une petite photo d'un doigt vraiment inflammé dans son ensemble. Et à côté de ces articulations, vous pouvez aussi cliquer, eh bien, on a les enthèses. Alors, les enthèses, c'est quoi? Ben, c'est la zone d'accroche, et je vais vous montrer un petit dessin, du tendon sur l'os. Et quand il y a des gros tendons, eh bien, cette zone, elle est importante et elle peut s'inflammer. Donc, la localisation classique et les plus fréquentes, c'est le coude, le genou et le talon, avec notamment le tendon d'Achille. Donc, vous avez aussi, vous voyez, cette petite image de doigt, d'orteil en saucisse. Hein. Donc, ça nous parle, les Alsaciens, hein, une petite knack comme ça. Souvent, on ne l'oublie pas. Et puis, vous pouvez aussi avoir, et vous pouvez cliquer, une atteinte au niveau, par exemple, du tendon d'Achille. Et ce qui fait que ce n'est pas le tendon, mais c'est bien la zone d'accroche du tendon qui est inflammée. Diapositive suivante qui nous permettra de voir sur ce petit dessin que j'ai trouvé à l'association française française des spondyloarthrites. Vous voyez sur le dessin du dessous, eh bien on comprend qu'effectivement il y a une inflammation de cette fameuse poche synoviale, de cette membrane synoviale qui va faire qu'il y a une arthrite et un gonflement, et aussi cette inflammation au niveau de l'accroche du tendon. Et sur le petit squelette, sur votre, enfin moi sur ma droite, donc peut-être vous sur votre gauche, on voit toutes les localisations possibles de douleurs. Donc la spondylarthrite peut donner des douleurs assez diffuses à beaucoup d'endroits. Diapositive suivante. Ce qu'on peut dire, vous pouvez encore cliquer, ce qui est important aussi, et c'est toujours ce qu'on va rechercher quand on va faire le diagnostic, c'est de se dire est-ce qu'il y a un problème de peau, comme le psoriasis, un problème d'yeux, comme des uvéites, ou un problème de tube digestif, de rechercher une maladie inflammatoire du tube digestif. Alors le psoriasis, il peut prendre différentes formes. Il peut être au niveau des paumes, des plantes des pieds, il peut être dans les plis, il peut être dans le cuir chevelu, il peut être sur les ongles, il peut prendre différentes formes. Parfois, le rhumatologue a besoin du dermatologue pour vraiment typer ce type de maladie. Et puis, les uvéites, c'est souvent un œil rouge douloureux qu'on n'oublie pas parce qu'on peut avoir aussi une baisse de la vue associée. Et puis, les maladies inflammatoires de l'intestin, ça se manifeste souvent par des douleurs abdominales, mal au ventre, possiblement des diarrhées, souvent des diarrhées, mais des diarrhées qui ont des caractéristiques parfois avec des glaires ou du sang. Donc, ces symptômes-là, quand on a une spondyloarthrite, on n'a pas forcément tous ces signes-là. C'est pour ça qu'elle a différentes facettes, cette maladie. Il y a des personnes qui n'auront que les problèmes avec des douleurs axiales, d'autres que le périphérique, et puis après, toutes les combinaisons sont possibles en même temps ou sont possibles sur un temps donné. C'est-à-dire on peut avoir fait du psoriasis plus jeune et plus tard développer une atteinte digestive et plus tard avoir une atteinte articulaire. Hein, c'est très variable. D'où les spondyloarthrites. Alors, comment avancer une fois qu'on a vu ces signes cliniques? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire la prise de sang. Donc, si on fait une prise de sang, ce qu'on va rechercher, elle va nous aider à retrouver d'autres diagnostics, à éliminer d'autres diagnostics. Parce que quand un rhumatologue, on va le voir parce qu'on a des douleurs, il n'y a pas que la spondyloarthrite qui nous vient en tête, mais on va rechercher principalement un syndrome inflammatoire, de l'inflammation dans le sang, puisque la spondylarthrite, c'est une maladie inflammatoire, mais ce syndrome inflammatoire n'est pas toujours présent, ce qui déroute aussi et ce qui fait que le diagnostic est difficile. Parfois, on dose aussi, on recherche le fameux gène HLA-B27, mais attention qu'il peut être un faux ami, puisque ce n'est pas parce qu'on a ce fameux gène qu'on a la maladie, ou ce n'est pas parce qu'on n'a pas ce gène qu'on n'a pas la maladie. Ça serait sinon bien plus simple de poser le diagnostic. Associé à la prise de sang, on va pouvoir également faire des radios. Alors ces radios, souvent qu'on va faire au niveau du bassin, de la colonne ou des articulations touchées, souvent elles sont normales au début. Et c'est parfois normal des années et des années. Alors l'échographie peut nous aider au niveau des articulations périphériques pour voir si effectivement il y a une inflammation qu'on ne verrait pas quand on examine les patients. Mais surtout, ce qui va nous aider, ce qui a changé un petit peu la donne dans le diagnostic, c'est l'arrivée de l'IRM. Donc vous pouvez, voilà, l'IRM, notamment de cette fameuse articulation des fesses qu'on appelle les sacroiliaques, qui peuvent nous montrer cette inflammation. Vous pouvez cliquer.
Voilà. Alors, sacro-iliaque, ou éventuellement, on peut faire des clichés aussi de la colonne, mais qui sont moins pertinents. Diapositive suivante. En fait, cette petite diapo pour vous expliquer que cette maladie, elle commence au niveau des radios. Eh bien, on a ce qu'on appelle un stade pré-radio. C'est ce que je vous ai dit. Les radios, elles sont très longtemps normales. Parce que quand il n'y a que de l'inflammation, la radio, c'est pas un bon examen pour voir l'inflammation. L'examen pour voir l'inflammation, notamment au niveau de la colonne, au niveau du bassin, de ces fameuses sacro-iliaques, c'est l'IRM. Et à l'IRM, on va voir des petites choses. Et eh bien, certains patients, effectivement, restent à ce stade-là et n'auront jamais de signes radio, et d'autres auront des signes radio, et à ce moment-là, on le verra en radiographie standard. Vous pouvez passer. C'est pour ça que, alors, il y a des termes un peu compliqués, alors, juste avant, mais on parle, parfois, vous l'avez peut-être entendu, de spondyloarthrite non radiographique, parce qu'on ne le voit pas à la radio, et quand c'est radiographique, ben, c'est que ça se voit à la radio. Alors, pour finir, les spondyloarthrites, en dehors du fait que ce n'est pas forcément très facile à prononcer et à retenir, c'est bien les spondyloarthrites et pas la spondyloarthrite, parce que vous avez compris qu'il y avait plein de signes différents. Et vous pouvez aussi animer au fur et à mesure. Ça touche quand même globalement, j'en ai pas parlé parce qu'on avait un temps contraint, mais de sujets plus jeunes. Très longtemps, on a considéré que c'était la maladie de l'homme. On se rend compte que maintenant, avec l'IRM, les femmes sont aussi très touchées. Et puis, vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer. Et c'est une maladie qu'on considère comme inflammatoire, qui se manifeste par des douleurs articulaires et puis des douleurs tendineuses, des raideurs, des signes aussi extra-articulaires. Ne pas oublier, il n'y a pas que les articulations qui peuvent être touchées. Et enfin, tout ça fait que le diagnostic, eh bien, il est parfois difficile et on sait qu'il y a parfois plusieurs années avant de pouvoir poser le diagnostic. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand on a une spondylarthrite, voilà, tout est impacté. Toutes les vies affectives, la vie au travail, la vie intime, l'équilibre psychologique, tout ça, c'est impacté par l'annonce de cette pathologie qui, je vous l'ai dit, entre les douleurs, la fatigue, les autres signes, c'est compliqué. Donc, c'est important pour ça d'être suivi par, effectivement, des rhumatologues, mais aussi une équipe pluriprofessionnelle avec d'autres soignants qui peuvent vous aider à vivre avec cette pathologie au mieux. Je vous remercie. Merci Christelle pour cette belle présentation qui va pouvoir, dans les minutes suivantes, me permettre de vous parler de la prise en charge de la maladie, prise en charge qu'on appelle multidisciplinaire. Voilà. Donc la prise en charge multidisciplinaire est la base du traitement, en fait la base de la prise en charge actuelle de la maladie. Alors diapositive suivante. Pourquoi? Parce que, comme Christelle l'a expliqué, vous voyez, les spondyloarthrites sont une maladie multifacette, c'est-à-dire que la présentation de la maladie est multiple. Et on l'a vu qu'elle ne touche non seulement les articulations, mais aussi des organes comme l'œil, la peau, l'intestin, parfois le cœur, plus rarement. Et au niveau des articulations elles-mêmes, on a vu que ça peut toucher parfois les membres, surtout le dos, et parfois les membres et le dos. Donc on a vraiment une multitude de localisations de la maladie, une multitude potentielle d'organes touchés. Donc la présentation de la maladie va être un petit peu différente devant chaque patient. Donc chaque patient va être vraiment un individu à part entière, et cette individualisation de la maladie nécessite une prise en charge qui sera elle-même individualisée. Léger problème technique. Voilà. L'autre point important pour comprendre le traitement aujourd'hui, je crois qu'en fait ça... Ah non, c'est juste sur le prompteur que ça saute. D'accord. Donc l'autre point important va être, on l'a vu, le retard diagnostique, puisque pendant longtemps, les symptômes peuvent se manifester uniquement sous la forme de douleurs au niveau du dos, qui peuvent paraître une douleur banale, ou des douleurs dans les membres qui peuvent être très atypiques ou vont poser des problèmes de diagnostic. Donc la première étape cruciale,
va être celle du médecin généraliste. Il faut que le médecin généraliste puisse savoir quels sont les signes un petit peu d'alerte et pouvoir envoyer le patient assez rapidement chez le spécialiste. On rencontre assez souvent des patients qui ont eu, on appelle ça une errance diagnostique, c'est-à-dire qui ont été pris en charge par différents professionnels de santé, comme des kinés ou des ostéopathes, pendant plusieurs mois, plusieurs années, avant que le médecin traitant trouve l'évolution anormale et l'envoie chez le médecin spécialiste pour reconsidérer le diagnostic de la maladie. Donc cette première étape-là va être vraiment cruciale, parce qu'on sait aussi aujourd'hui, on a l'expérience, les travaux scientifiques l'ont montré, que plus rapidement une maladie sera traitée et prise en charge, plus tôt le diagnostic sera fait entre le moment où les symptômes vont se déclarer et le moment où le patient va commencer un traitement, meilleure sera l'évolution de la maladie et meilleure sera la prise en charge thérapeutique. Donc ça, c'est une étape qui est très importante et cela fait partie de ce qu'on appelle le parcours du patient. Donc il faut un bon parcours du patient. Le médecin généraliste voit d'abord le patient, puis l'adresse devant des signes évocateurs, en tous les cas devant des signes qui lui paraissent anormaux, rapidement au spécialiste qui pourra, donc le rhumatologue, qui pourra faire le diagnostic. Dans certains cas, on a des chemins de prise en charge qui peuvent être différents, en passant par exemple chez le dermatologue devant des patients qui ont un psoriasis très grave, et le dermatologue lui constate des douleurs articulaires atypiques et l'adresse là aussi chez le rhumatologue. Donc on voit que ce cheminement du patient a une importance cruciale. Le rhumatologue, lorsque le diagnostic sera fait, va avoir tout au long un petit peu de la prise en charge du patient une place très importante, cruciale, puisque ça va être ce qu'on appelle le rhumatologue traitant. C'est lui qui va coordonner, mais toujours en conjonction avec le médecin généraliste, la prise en charge de la maladie. Donc le rhumatologue va établir ce qu'on peut considérer un petit peu un plan de prise en charge, on appelle ça un plan de soins, qui va faire intervenir à la fois un traitement médicamenteux et puis un traitement non médicamenteux ou des soins de support au moyen de différents professionnels de santé, par exemple infirmières, pharmaciens, professeurs d'éducation physique, psychologues, tout ça pour optimiser cette prise en charge. Les objectifs de cette prise en charge, maintenant que le diagnostic est fait, vont être au final simples et pas simples à la fois. Ce qui est très simple, c'est que le but ultime de la prise en charge du patient va être d'optimiser la qualité de vie. C'est un objectif de qualité de vie. En clair, c'est pas aller mieux, c'est aller bien. C'est bien vivre avec la maladie. Comment bien vivre avec sa maladie? Donc cet objectif de prise en charge-là pourra être atteint au moyen de différentes choses. La première chose va être de contrôler efficacement les symptômes de la maladie et puis, sur un long terme, éviter l'installation de dommages, de séquelles. Dans certains cas, on peut même obtenir, grâce au traitement, ce qu'on appelle une rémission, c'est-à-dire, grâce au traitement, grâce à la prise en continu du traitement, une disparition quasi complète des symptômes invalidants pour le patient. Donc ça, ce sont vraiment les objectifs qu'on peut obtenir aujourd'hui grâce à une prise en charge du patient qui est optimisée par l'équipe multidisciplinaire. Au niveau du traitement lui-même, je pense qu'il reste encore très important aujourd'hui de prendre en compte que c'est vraiment le traitement médicamenteux, le traitement de fond, on appelle ça, de la maladie qui est l'arme thérapeutique principale. C'est lui la pierre angulaire du traitement. Et sans ce traitement de fond, on ne peut pas obtenir les meilleurs résultats. On ne peut pas uniquement se traiter avec ce qu'on appelle les traitements adjuvants, dont je vais parler aussi. Donc au niveau des traitements de fond, la première ligne thérapeutique aujourd'hui reste les anti-inflammatoires, le kétoprophène par exemple. Donc c'est considéré encore comme un traitement de fond. La difficulté avec les anti-inflammatoires, vous le savez sans doute peut-être, c'est qu'ils peuvent être assez mal tolérés, surtout chez les personnes plus âgées, chez les seniors. Donc on a des limites avec ce traitement.
Donc, on peut avoir en deuxième ligne des alternatives thérapeutiques. L'une de celles-ci consiste dans les traitements qu'on appelle dits classiques ou conventionnels. Le plus connu, c'est le méthotrexate, qu'on utilise beaucoup dans la polyarthrite, mais beaucoup moins dans la spondylarthrite, puisqu'il ne sera utile et efficace que dans certaines présentations précises de la maladie, comme par exemple des atteintes liées au psoriasis ou à une maladie touchant les petites et moyennes articulations. Donc, on va dire l'étape suivante du traitement, le palier supplémentaire, et c'est là qu'on a eu la véritable révolution thérapeutique depuis une vingtaine d'années, ont été les traitements qu'on appelle, la famille de traitements qu'on appelle biothérapie, qu'on peut aussi appeler traitement ciblé, parce que ils sont orientés vers une cible thérapeutique dans l'organisme qui est très précise. C'est un petit peu de la microchirurgie au niveau de l'inflammation. Et ces biothérapies, aujourd'hui, on les connaît, on les utilise. Elles sont sûres parce qu'on a un recul de plus de 20 ans dans leur utilisation. Les premières molécules ont été les anti-TNF. Donc les anti-TNF, on les utilise depuis même la fin des années 90. C'est sorti 97, 98 pour la première molécule. Et puis plusieurs sont sortis depuis. Donc on a une grande expérience. Et elles se sont aussi avérées de molécules à la fois très fiables et très très efficaces dans les spondylarthrites. Au point qu'aujourd'hui, elles constituent encore une grande partie, une majeure partie de l'arsenal thérapeutique des biothérapies. Mais progressivement, au cours de la dernière décennie surtout, sont venues se rajouter de nouvelles familles de biothérapies. Il y en a deux autres qu'on appelle avec des noms un peu barbares, anti-IL-17. À chaque fois, c'est un petit peu le nom de la cible, au niveau de la cascade inflammatoire qui a défini le nom de la famille, donc anti-IL-17, anti-IL-23. Et puis, depuis quelques années aussi, ce qu'on appelle les JAKi, bon, ça fait un peu alsacien, mais c'est aussi une cible, en fait, les JAK, c'est une cible moléculaire. Et l'avantage de cette famille-là, c'est qu'en plus, c'est un traitement ciblé qui peut se prendre par la bouche. Donc, on voit que, contrairement aux autres qui étaient en perfusion ou en injection sous-cutanée toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, etc., on a maintenant un panel de traitements qui permettent vraiment de cibler la présentation de la maladie et aussi répondre aux besoins des patients. Dans la mesure du possible, on essaye de trouver un accord avec le patient sur une formule de traitement possible qui est bien acceptée par le patient. Par exemple, un patient qui préférait faire une injection tous les 3 mois, si la maladie le permet, on pourrait proposer un médicament anti-IL-23 qui s'injecte que tous les 3 mois, ainsi de suite. Donc, il faut aussi que le principe du traitement soit efficace sur la maladie et en même temps accepté par le patient et répondre aux besoins du patient. En plus des traitements conventionnels, il peut rester nécessaire d'utiliser des traitements dits symptomatiques. Donc là aussi, on retrouve les antalgiques classiques, les anti-inflammatoires, qui, à la fois en étant traitement de fond, sont aussi traitement des symptômes et traitement des crises. La cortisone, quant à elle, les corticoïdes, n'ont pas vraiment de place, n'ont pas de place en tous les cas précise dans la stratégie thérapeutique des spondylarthrites. Mais de temps en temps, on peut y avoir recours grâce à des gestes locaux. Et enfin, dans quelques cas, il reste nécessaire de proposer aux patients de la chirurgie, par exemple, si une articulation comme la hanche est trop touchée, trop douloureuse, qu'on n'arrive plus à améliorer. Une chirurgie de prothèse de hanche peut être une solution à la fois fiable et efficace. Donc cette prise en charge globale, on l'a vu, a un premier volet médicamenteux qui reste incontournable et dont on ne peut pas se passer. Et cette prise en charge médicamenteuse va être entourée, là aussi, selon la présentation de la maladie et selon les besoins définis entre le rhumatologue traitant et le patient, d'une prise en charge dite non médicamenteuse. Cette prise en charge non médicamenteuse peut être dans un premier lieu la kinésithérapie, donc la rééducation. J'imagine que cela vous a été souvent proposé et qui peut avoir un réel effet aussi sur la maladie elle-même. Et puis, plus récemment, on sait que d'autres prises en charge comme l'activité physique adaptée au travers de programmes spécifiques, vous avez peut-être entendu parler du sport et santé, on l'a aussi permis réellement d'avoir un impact positif sur l'évolution de la maladie et sur l'état de santé des patients. C'est plus que simplement du bien-être ou autre, ça a un réel effet
sur la maladie et sur l'évolution du patient. Et on a encore différents autres types de prise en charge, comme par exemple la sophrologie, dont on parlera tout à l'heure. Ça peut aussi être la méditation, on entend parler de méditation pleine conscience, et puis aussi un suivi psychologique. Là, on l'a vu dans le précédent topo, sur Mes Santé, on voit que le retentissement moral psychologique peut être important, et une prise en charge à ce niveau-là peut entraîner, elle aussi, une réelle amélioration de l'état de santé du patient. Donc ça, c'était le volet non médicamenteux. Et puis, il va y avoir aussi, qui était assez négligé en France jusqu'à présent, un côté prévention, qu'on peut aussi appeler prophylaxie ou hygiène de vie, comme par exemple l'arrêt du tabac, et puis le dépistage des comorbidités. Je pense à la recherche de pathologies cardiaques sous-jacentes qui peuvent elles aussi aggraver l'état de santé du patient, ou la lutte contre le surpoids, par exemple. Ce côté prévention et recherche d'une meilleure santé du patient est là aussi crucial dans la prise en charge. Et on sait aussi que parallèlement à cela, la bonne information du patient a elle aussi un réel impact sur à la fois la prise en charge et puis l'efficacité du traitement. Un patient bien informé ira mieux aussi. Donc là, les associations de patients ont toute leur place dans ce domaine-là. Et je terminerai par un point qui me paraît très important également, c'est l'éducation thérapeutique. Là aussi, vous avez probablement sans doute aussi entendu parler. L'éducation thérapeutique, c'est là aussi un petit peu un rouage essentiel dans la prise en charge multidisciplinaire, parce qu'elle va permettre d'apporter, de créer des compétences au patient pour qu'il gère aussi lui-même certains aspects de la maladie. Et pouvoir gérer soi-même certains aspects de la maladie, c'est essentiel, parce qu'on n'a pas toujours un professionnel de santé ou un médecin sous la main. Diapositive suivante. Donc en conclusion, je dirais que maintenant, la prise en charge des spondyloarthrites est forcément multidisciplinaire. On n'envisage plus simplement de vous dire « prenez ce médicament-là, tout ira bien ». C'est plus compliqué que cela, mais ça a aussi permis d'ouvrir d'autres horizons, on va dire, de qualité de vie, parce que en prenant en charge précocement un patient et en adaptant cette prise en charge aux besoins du patient, on est véritablement aujourd'hui en mesure de très souvent engendrer en fait un impact suffisant pour que le patient aille bien, qu'il puisse bien vivre avec sa maladie chronique. Et c'est vraiment là l'apport essentiel de cette prise en charge multidisciplinaire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Et donc là, on a eu une présentation pour faire un peu le tour de la question des spondyloarthrites. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci, bonjour. En fait, j'aimerais savoir, quand on a des symptômes depuis à peu près 2 ans, qu'on a en plus une maladie inflammatoire du côlon et que les diagnostics, enfin, on ne voit rien sur les IRM, on a le test négatif, enfin voilà, c'est un parcours médical assez long. Est-ce qu'on a le droit, on a accès aux traitements dont vous parliez justement, les biothérapies, pour voir si ça réagit ou pas? Je vais enlever le masque. En fait, aujourd'hui, il est quand même important de faire confiance au diagnostic de votre médecin, de suivre ses préconisations. Donc, je peux pas forcément rentrer personnellement dans cette discussion-là. Alors, aujourd'hui, en termes de traitement, comme je l'ai un petit peu montré, il y a une gradation dans les traitements qu'on propose. Donc on commence avec des traitements dits classiques, conventionnels, qui sont éprouvés. Et puis dans les formes où la maladie est plus active ou ne répondrait pas à ces traitements-là, on propose des biothérapies. Après, il y a un côté qui est quand même rapport bénéfice-risque. Ce ne sont pas des traitements sans effet secondaire potentiel non plus, qui nécessitent une surveillance régulière et qui peuvent quand même avoir on va dire des effets secondaires
potentiellement important. Donc il faut que la prescription de cette molécule-là, si un diagnostic n'est pas sûr et certain, soit faite en fonction du bénéfice-risque. Donc on ne peut pas dire oui, vous pouvez, le médecin peut vous le prescrire même si le diagnostic n'est pas formel. Non, on ne peut pas vous le prescrire dans aucun cas. C'est plus compliqué, ça doit répondre un petit peu parce que ce cas de figure-là, on l'a souvent en clinique, des patients qui ne remplissent pas tous les critères. Et au jour d'aujourd'hui, on essaye d'avoir un diagnostic se fondant sur une probabilité de diagnostic de la maladie. Est-ce que la maladie est probable ou pas? Parce qu'on n'a pas toujours le diagnostic immédiatement. Parfois, il faut plusieurs années pour être certain, y compris dans les maladies intestinales inflammatoires. Et là, dans ce cas-là, la discussion doit être faite entre le médecin et le patient, de trouver un petit peu une entente. Est-ce qu'il faut proposer ce traitement, un essai de biothérapie ou pas? Je pense que si on prend maintenant 10 spécialistes différents, 10 rhumatologues différents, tous n'auraient pas la même conduite. Donc c'est un petit peu compliqué de dire oui ou non définitivement. Très bien, donc ça dépendra vraiment du rhumatologue qu'on a en face de nous. Ça dépendra oui. de la suspicion diagnostique. Oui. Est-ce que c'est un diagnostic qui est très probable ou peu probable? Et après, de l'avis d'expertise de votre spécialiste. Très bien, merci. Ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est qu'il y a certains médicaments qui fonctionnent dans la maladie de Crohn, qui fonctionnent sur les douleurs articulaires. Donc parfois, en traitant la maladie de Crohn, parce qu'elle le nécessite, on peut avoir un bénéfice articulaire. Mais pas toujours aussi. Bonjour et merci pour votre reportage, enfin votre thème. Je voulais vous demander, en cas de douleur, est-ce qu'il vaut mieux mettre du froid ou du chaud? En fait, c'est ce qui vous soulage. Parce qu'en fait, il y a autant de preuves pour dire que le chaud soulage que le froid soulage. À l'heure actuelle, ce qui est très à la mode, la cryothérapie. Et quand on interroge nos anciens rhumatologues très connus et qui maintenant ont plus de 80 ans, voire plus, nous disent, nous, à l'époque, on mettait des gens dans des saunas. Donc, et en fait, quand on l'expérience que je peux avoir avec les patients, c'est certes, il faut essayer, il faut prendre ce qui vous convient. C'est vrai qu'on a tendance à dire, des fois, mettre du froid. Mais parfois, c'est le chaud qui soulage. Donc, tester, et puis après, c'est peut-être l'adopter. Okay. Merci. Bonjour. Pourquoi faire une recherche du gène HBL27, comme on peut être avec ou sans? Pourquoi faire cette recherche alors? Parce qu'en fait, dans certains cas, ça peut nous... Ce que disait mon collègue, Marc, c'est qu'on cherche quand même plusieurs arguments pour se dire, allez, on est sûr, ou alors c'est très, très probable qu'il y ait cette maladie. Et parfois, le HLA-B27 nous fait passer dans le probable à très probable ou très probable sûr. Parce que je ne vous ai pas montré, mais on peut avoir des critères en tête. Et dans ces critères, si vous cumulez quelques critères, le HLA-B27 peut faire basculer. Donc, on ne le fait pas de façon... Enfin, après, ça a des pratiques de chacun. En l'occurrence, moi, je ne le fais pas systématiquement. Parce que d'emblée, ça peut mal nous orienter. Mais par contre, quand on est vraiment au bout du raisonnement et qu'on se dit, là, il y a quasiment tout, s'il y a ça en plus, souvent, ça peut faire déclencher le diagnostic. Mais c'est du cas par cas, c'est difficile. C'est un diagnostic, je pense que c'est un des diagnostics les plus difficiles en rhumatologie, la spondylarthrite. Donc, j'apporterai aussi une précision. On peut voir un petit peu pour le rhumatologue le diagnostic de spondylarthrite. Comme je vous l'ai dit, chaque patient est différent. C'est presque une enquête policière. On va essayer de rechercher plein de petits indices. Est-ce que les douleurs sont compatibles? Est-ce qu'il y a des signes en dehors des articulations? Est-ce que le HLA-B27 est présent ou pas? Est-ce que dans le sang, il y a de l'inflammation? Aux IRM, est-ce qu'il y a des signes évocateurs? Et c'est simplement en additionnant, en regroupant un petit peu ces différents indices qu'on peut se dire oui, probablement c'est une spondylarthrite, non, probablement il doit y avoir autre chose. Toute la difficulté est là. Et quand je parlais du retard diagnostique, il est souvent lié à ça. C'est parce que les patients, ces différents indices-là, souvent, ils ne les accumulent qu'au bout de plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc les diagnostics peuvent être retardés de beaucoup de mois et ça rend tout ça plus difficile. Une question en ligne. Ah.
Bonjour madame. Vous voulez poser une question? Il y avait des mains levées, mais dans la salle aussi. Merci tout d'abord pour cette belle présentation qui fut très intéressante. Ma question concernait le Covid actuellement qui repart et les traitements par biothérapie. Y a-t-il une incidence ou y a-t-il des précautions supplémentaires à prendre? Voilà. Alors, par rapport au traitement, il y a deux choses. Effectivement, vous savez que, enfin, ou peut-être pas, mais tous les traitements, notamment biothérapie, les traitements conventionnels comme le méthotrexate, sont des traitements qui peuvent faire qu'on s'infecte plus facilement. Donc, le fait d'être sous ces traitements-là, il faut être d'autant plus attentif pour ne pas se faire contaminer. Si on est contaminé par le Covid et qu'on a ce traitement-là, alors on va suspendre le traitement pendant la maladie, pendant la durée des symptômes du Covid. Voilà. L'autre chose par rapport au vaccin, alors le vaccin, ce qui peut jouer sur la réponse au vaccin, c'est le méthotrexate. On voit que le méthotrexate, quand les patients sont sous méthotrexate, ils répondent moins bien au vaccin contre le Covid. Donc on conseille d'arrêter le méthotrexate de 15 jours après la dose du vaccin contre le Covid. Et après, pour peut-être une autre partie de la réponse, on a regardé un petit peu si, quand on a ces traitements-là, est-ce que les gens font des formes plus graves? La réponse est plutôt non. En tout cas, pas dans le cadre des spondyloarthrites. Il y a un traitement qu'on utilise beaucoup dans la polyarthrite rhumatoïde qui s'appelle le rituximab, où là, ça donne des formes. Les gens ont plus de risques de faire des formes graves, mais pas pour les autres thérapeutiques. Donc, le message est plutôt rassurant. Parce que le lien avec infection Covid, mes traitements Covid, on l'a le même avec une autre infection. Parce que quand on est sous ces traitements-là, comme des biothérapies, dès qu'on a une infection, on ne doit pas faire sa piqûre ou prendre son médicament au moment où on a l'infection. Donc, vous voyez, on se comporte de la même façon. Oui, bonjour. J'aurais voulu poser une question sur la tendinopathie calcifiante. Est-ce qu'elle fait partie de la spondyloarthrite? Et quel traitement? Parce que jusqu'à présent, les anti-inflammatoires, ça ne fonctionne pas trop. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. En fait, alors, tendinopathie calcifiante, tout dépend où, parce que vous savez, ce qui compte aussi, c'est la lésion des tendons, mais c'est à savoir où. Tendinite des épaules. Alors, plutôt non. La tendinite des épaules ne fait pas partie des symptômes de la spondyloarthrite. On sait aussi qu'on peut avoir, malheureusement, une spondylarthrite et une tendinite calcifiante. On peut avoir une spondylarthrite et de l'arthrose. Et on peut malheureusement, c'est indépendant. Dans le cas de la spondylarthrite, l'arthropathie, est-ce que vous recommandez des lieux de cure? Alors, là aussi, disons la cure, il faut déjà s'entendre sur sur ce que ça regroupe. En faisant rapide, là aussi, ça peut être oui et non. Par exemple, si vous voulez, il y a des centres de cure comme à Aix-les-Bains où il y a des cures de prise en charge spécifiques pour les rhumatismes inflammatoires, les spondylarthrites, où là, si vous voulez, ça va être de la kiné, de la prise en charge non médicamenteuse, comme on peut en avoir en dehors d'une cure, mais qui sera concentrée ponctuellement. Donc ça peut avoir un effet thérapeutique dans certains cas. Après, d'autres cures ne seront pas ciblées sur la maladie elle-même et peuvent ne pas avoir d'autres effets qu'une amélioration en termes de bien-être. Donc, ça ne fait pas complètement partie du traitement. En tous les cas, ce n'est pas codifié dans les armes thérapeutiques de la spondylarthrite, mais dans certains cas, ça peut tout de même en faire partie. Donc, c'est un peu du oui et non. Ah oui, donc effectivement, l'heure tourne et nous allons continuer notre conférence sur la douleur chronique avec Dr Laurent Messer, chef de service de rhumatologie qui nous accueille sur la douleur chronique, stop aux idées reçues.
Alors oui, on a décidé de parler un petit peu de cette thématique parce que vous l'avez compris, finalement, vous m'entendez ? Le symptôme, comment est-ce qu'on diagnostique la spondylarthrite ? En fait, on la diagnostique essentiellement sur un symptôme, c'est la douleur. Et la douleur, c'est compliqué. Donc je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on va faire en fait très succinctement un petit rappel sur la douleur, en fait, en dehors des spondylarthrites et dans les spondylarthrites. Alors, est-ce que finalement, la douleur a-t-elle un sens ? Est-ce que la douleur, ça a un sens ? Slide suivante, oui, la douleur, ça a un sens, c'est très important, mais surtout dans la douleur aiguë. Dans la douleur aiguë, c'est par exemple, si on se brûle, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un signal d'alarme, donc c'est une douleur qui est utile parce qu'on va retirer son membre qui vient de se brûler. Ça va déclencher une action thérapeutique où on va, là pour le coup, faire couler de l'eau froide sur sa brûlure et on va avoir une expérience qui va nous permettre d'éviter un nouvel événement. Et cette expérience, on va la garder en tête, on va la mémoriser. Donc c'est finalement un mauvais moment à passer, c'est un signal d'alarme, on le garde en mémoire et ça nous permet d'éviter un nouvel événement avec une disparition totale. Donc la douleur, dans ce cas-là, a un sens. Maintenant, quand on a un rhumatisme inflammatoire, la douleur, d'où est-ce qu'elle vient ? Donc Christelle nous a bien expliqué que la douleur, elle provient de lésions qui sont inflammatoires et cette inflammation peut se situer à différents endroits. Ça peut être des douleurs qui est liée à une inflammation osseuse, à une inflammation articulaire d'une articulation, à une inflammation tendineuse ou à une inflammation ligamentaire. Et les différents traitements que Marc a détaillés, donc les anti-inflammatoires ou les biothérapies sont extrêmement efficaces sur l'inflammation. Et ça permet de faire disparaître les douleurs qui sont liées à l'inflammation. Mais parfois, ce n'est pas dans tous les cas, dans certains cas, les douleurs vont persister. Elles vont persister parce que peut-être le médicament n'est pas suffisamment efficace ou bien il y a d'autres raisons d'avoir mal. Je vais bien la diapositive suivante. Et quand on a un rhumatisme inflammatoire, on a souvent eu toute une période où on a eu mal et on rentre donc là dans un phénomène qu'on appelle la douleur chronique. Quand la douleur, elle s'est installée et qu'elle dure depuis plusieurs mois, on n'est plus dans une douleur aiguë qui est utile, on est dans une douleur qui n'a aucun sens. Et les gens qui sont atteints de rhumatisme inflammatoire donc, peuvent la vivre de manière intermittente ou continue. C'est une douleur qui est complètement paradoxale. Elle vous réveille la nuit, vous êtes raide le matin, vous êtes fatigué et la douleur a tendance à s'estomper dans la journée. Et cette douleur, elle peut devenir véritablement obsédante. On peut être complètement focalisé par cette douleur, ne pensez plus qu'à ça. Et donc, il existe un retentissement émotionnel qui est certain lorsqu'on a une douleur qui est chronique. Cette douleur engendre un retentissement comportemental important avec une diminution, une modification de ses activités, souvent un repli sur soi et des difficultés relationnelles avec les autres, avec autrui. C'est difficile de communiquer cette douleur et souvent les autres, c'est-à-dire la famille, ne comprend pas pourquoi le patient a mal et pourquoi est-ce que ses comportements sont différents. Ça engendre souvent une perte de confiance et un retentissement émotionnel négatif avec des phénomènes d'angoisse et des phénomènes d'anxiété. À la diapositive suivante sur la slide. Donc pour schématiser, la douleur dans les rhumatismes inflammatoires, c'est au départ une lésion inflammatoire, donc une expérience sensorielle, mais qui engendre une émotion désagréable qui est en rapport avec cette lésion. Et la douleur, on la vit de manière individuelle et elle est éminemment subjective. Et la perception de cette douleur va être influencée par différents facteurs comme la génétique, nos croyances, nos peurs, nos expériences antérieures de la douleur, ce qui s'est passé dans notre vie, des traumatismes qu'on a eus ou pas dans notre vie, la compréhension du phénomène douloureux et les motivations de la personne. Il n'y a donc pas une douleur, mais des douleurs possibles.
la diapositive suivante. Et ça, ce que je dis, c'est pas moi qui l'imagine. En fait, c'est démontré par la recherche scientifique. Quand on stimule les voies de la douleur chez une personne et qu'on enregistre l'activité cérébrale avec des imageries très perfectionnées, on voit bien que le cerveau réagit face à une stimulation douloureuse et que ce sont les aires de l'attention, les aires de l'émotion, les aires de la mémoire qui sont activées. Donc ça, c'est quelque chose que l'on observe chez les gens, mais c'est corroboré en fait par la science qui confirme cela. Je veux bien la diapositive suivante. Alors, un autre aspect de la douleur chronique qui semble très important, c'est que quand on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire, franchement, ce sont des maladies compliquées. Vous avez vu, c'est des maladies qui sont multifacettes, qui se présentent de manière très diverse. Certains ont mal au dos, d'autres ont mal aux articulations, certains c'est la peau, d'autres les intestins. Et donc, c'est très difficile à comprendre. Et quand on est atteint d'un rhumatisme inflammatoire, d'une maladie complexe, on essaye de comprendre pourquoi. Et les patients, souvent, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis puni? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette maladie? Est-ce que c'est lié à mon alimentation? Est-ce que je suis empoisonné? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que je suis victime d'une intoxication? On peut se demander si ça n'a pas un rapport avec le travail, des gens qui travaillent la nuit ou des gens qui travaillent, qui sont très sollicités, le stress ou le rôle du climat. Enfin bref, on peut se poser plein de questions et toutes ces questions, toutes ces incertitudes ont tendance à aggraver en fait le sentiment de douleur. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir discuter de ces inquiétudes avec le médecin qui peut, dans certains cas, vous éclairer parce que nous, on sait certaines choses, on ne sait pas tout, mais on sait certaines choses et on peut vous éclairer sur la maladie. Alors, si on réfléchit encore un petit peu plus par rapport à la douleur, on peut se dire, mais finalement, imaginez souffrir. C'est déjà un peu souffrir. Avant d'aller chez le dentiste, parfois on a mal. Avant de s'injecter parfois un médicament, on a déjà des symptômes. Donc, imaginez souffrir, c'est déjà souffrir. Voir souffrir quelqu'un, c'est aussi souffrir. Quand vous regardez, que ce soit à la télé ou que ce soit si on assiste à des choses où on voit des gens souffrir, on est déjà un peu souffrir. Donc la douleur, elle est en lien aussi avec autrui. C'est parce qu'il y a une interaction avec les autres que cette douleur peut être aussi modulée. Et à l'inverse, de manière individuelle, penser se soigner, penser se traiter, sans se traiter, c'est déjà aller un petit peu mieux. Lorsque vous passez à l'action, que vous devenez actif dans votre soin, vous allez déjà un peu mieux. Et ça, c'est illustré par l'effet placebo. Le placebo, en fait, c'est extrêmement efficace. Et ça, c'est le fruit de l'imagination. Alors, l'incertitude et la douleur toujours. Donc, l'expérience douloureuse entraîne une peur de la douleur, une peur de l'activité parfois professionnelle. On n'ose plus aller au travail, alors qu'on sait très bien que plus on est en arrêt de travail, enfin, plus on a triste de ne pas travailler. Ça peut engendrer aussi une peur du mouvement, avec la peur de se blesser ou la peur d'aggraver une blessure, et ça, c'est souvent délétère. En ce qui concerne la maladie elle-même, la maladie, elle est imprévisible, on a dit. Et donc, quand on a un rhumatisme inflammatoire, on peut avoir peur des rechutes, parce qu'à tout moment, la maladie peut se manifester. On peut avoir peur d'une poussée. Et puis souvent, en fait, on a peur de choses qui sont presque irrationnelles. La peur du handicap, et en toile de fond, c'est la peur de la mort. Alors, la peur liée à la douleur est un facteur de risque de chronicisation de la douleur. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, en vrac, des idées reçues qui me sont venues pendant les consultations. Donc, j'ai toujours mal, c'est que le traitement n'est pas efficace. Alors, c'est possible que le traitement ne soit pas finalement efficace, que le traitement de fond ne soit pas efficace, mais après tout ce que je vous ai dit, parfois on peut soigner très très bien la lésion, et pour autant, il y a tous les autres facteurs qui peuvent persister s'ils ne sont pas pris en charge convenablement. Et donc, non, on peut toujours avoir mal alors que le traitement est efficace sur la maladie, mais pas sur les conséquences de la maladie. D'autres, non, vous pouvez laisser la slide, d'autres en vrac, des idées reçues. Donc il y a souvent des idées reçues sur, par exemple, les traitements antalgiques de base, le paracétamol et les troubles digestifs, ça n'existe presque pas. Le risque de surdosage, on craint un risque de surdosage, donc on craint, oui, mais si on respecte les doses prescrites et qu'on prend tous les jours du paracétamol, il n'y a quasiment aucun risque de faire un surdosage.
Est-ce que c'est dangereux d'associer des médicaments antidouleurs? Très souvent, quand on traite la douleur, on associe les traitements. Donc, ce n'est pas forcément contre-productif, non. Il faut savoir discuter avec le médecin de l'intérêt d'associer ou pas des traitements antidouleurs et le médecin vous aidera. Et puis, toutes les douleurs répondent aux antalgiques. C'est-à-dire, docteur, j'ai mal, donnez-moi un médicament. Et bien, dans la douleur chronique, malheureusement, les médicaments sont peu efficaces. C'est pas qu'ils ne sont pas efficaces, ils sont peu efficaces. Et il y a plein d'autres techniques qui peuvent améliorer la prise en charge des douleurs chroniques résiduelles quand on a un traitement de fond bien conduit. Et ça, Marc en a déjà parlé un petit peu, c'est les traitements non médicamenteux. Donc oui, parfois, lorsque les émotions négatives l'emportent, un support par des thérapies psychocomportementales, ça peut être intéressant. La méditation, bien entendu, ça permet de favoriser les comportements positifs, de discuter aussi les croyances par rapport à certaines peurs qu'on peut avoir, et puis bien comprendre sa maladie, bien comprendre les enjeux de ces traitements, les risques qu'on peut aussi avoir avec ces traitements, se sentir finalement en sécurité avec un traitement, eh bien, ça permet de mieux vivre sa maladie avec certainement moins de douleur. Alors, la distraction, ça c'est, je pense, quelque chose de très important parce que ça appartient à tout le monde. On n'a pas besoin d'un thérapeute. Moi, j'ai un patient qui avait un tout petit traitement de fond, qui avait une maladie très active, mais il ne voulait pas plus de médicaments. Et quand vraiment il avait mal, il écoutait Jean-Sébastien Bach et il avait plus mal. Il me disait, mais docteur, moi, j'ai pas besoin de plus. Quand j'ai mal, j'écoute Jean-Sébastien Bach. En fait, la musique, c'était sa distraction qui lui permettait de ne plus avoir mal. Et puis, bien sûr, donc Sophie va nous parler de l'activité physique qui permet d'avoir moins mal, de lutter contre la fatigue. Elle va nous expliquer tout ça, d'avoir aussi un rôle sur les émotions. Et ça permet au traitement d'être encore plus efficace. Alors, en conclusion, non, la douleur chronique, je pense que ce n'est pas une fatalité. La douleur chronique, elle est moins sensible aux médicaments que la douleur aiguë, il faut le savoir. Et si on n'accepte pas ça, en fait, on va persister dans la douleur. Et l'acceptation, c'est important. Et l'acceptation de la maladie, c'est aussi important, très important. C'est un facteur nécessaire qui permet de minimiser en fait, l'incertitude et de diminuer la douleur pour mieux vivre avec sa maladie. Et ce qui est intéressant avec les options non pharmacologiques, donc bien sûr, je n'ai pas mis toutes les options non pharmacologiques, vu qu'il y en a énormément, il y a plein d'options non pharmacologiques qui permettent d'aller mieux. Ça permet en théorie en fait, de vraiment proposer un traitement qui est personnalisé. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette très belle présentation. C'était pas évident en si peu de temps de faire un survol aussi complet de la douleur, de ses tenants et aboutissants. Et on va continuer de façon sportive avec Sophie Geneton, qui est professeure d'activité physique adaptée au CHU de Strasbourg. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler effectivement d'activité physique adaptée pour la santé. Donc déjà, faut savoir que ce qui va avec l'activité physique, c'est aussi le fait d'être sédentaire ou inactif. Donc être inactif, c'est quand on a une activité physique qui est inférieure à 150 minutes d'activité par semaine. Et on est sédentaire quand on reste assis plus de 7 heures par jour. Donc par exemple, quelqu'un qui fait 1 heure de sport tous les jours, mais qui reste dans le canapé 7 heures devant la télévision, va être actif mais sédentaire. Donc en fin de compte, c'est deux choses différentes. Et c'est deux choses qui me semblaient importantes de préciser parce que on sait aujourd'hui que l'inactivité, la sédentarité, ce sont des causes de morbidité qui sont évitables et qui sont à hauteur dans le monde, qui sont dans le classement à la même hauteur que le tabac. Donc c'est pas négligeable. Vous pouvez passer. Donc les fameuses recommandations dont je vous parlais, qui ont été sorties par l'Organisation mondiale de la santé qu'on ne présente plus, c'est celle-ci. Donc c'est les fameuses 30 minutes d'endurance qu'on peut aussi entendre à la télévision
avec les spots publicitaires. Il y a juste 2 petits astérix qu'on peut rajouter, c'est que ces fameuses 30 minutes, vous avez le droit de faire 3 fois 10 minutes, par exemple, ou 2 fois 15. C'est pas un souci, il faut qu'il y ait au moins 10 minutes d'affilée, sans qu'il y ait d'arrêt. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'il faut que ce soit à un rythme modéré, à une intensité modérée. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça correspond? Parce qu'on ne connaît pas tous sa fréquence cardiaque, on n'a pas tous le matériel pour savoir exactement au moment T à combien on est. Et donc, les études ont montré en fait un indicateur qui est la parole. Donc ce petit rythme, on dit qu'il faut pouvoir parler mais pas chanter. En fin de compte, vous devez être à la limite de l'essoufflement et où on sait que c'est là où il y a le plus de bénéfices, notamment cardiovasculaires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le renforcement musculaire. Ce qui est recommandé, c'est 2 fois par semaine. Et les étirements assouplissements, c'est aussi 2 fois par semaine. Sachant que moi, dans la pratique, j'ai des personnes, par rapport aux raideurs matinales, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, qui au lieu de faire 2 fois 15 minutes d'étirement dans la semaine, ils font 5 minutes tous les jours. Et au final, ça revient à la même chose, sauf que ça permet un petit peu de lutter contre les raideurs du matin et notamment, surtout, qu'elles évitent de prendre plus de temps qu'avant. Et donc ça, c'est ce qu'on devrait tous faire, rhumatisme ou pas rhumatisme. Donc le but, c'est pas forcément de tout faire, mais c'est de tendre vers ceci avec un peu d'endurance, un peu de renforcement musculaire, un peu d'étirement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est assez sédentaire, on va pas se mentir, et où le but, ça va être de limiter le plus possible ces temps de sédentarité. Il y a 50 ans, l'homme était debout 8 heures par jour pour travailler. Aujourd'hui, on est plutôt sur des travails un petit peu plus sédentaires. Donc le but, c'est de lutter contre ce cercle vicieux, en fin de compte. Donc quelque chose aussi qui des fois m'arrive quand je vais voir un patient, c'est « Oh là là, vous allez me faire du sport ». Non, on ne prend pas peur, on va faire de l'activité physique. Je parle d'activité physique parce que le sport, ça a quelque chose avec un règlement, avec une notion de dépassement de soi et une notion de compétition. Or là, ça ne va pas être le cas. Par exemple, aller chercher sa baguette de pain, on marche un quart d'heure, c'est pas un sport. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas forcément de compétition avec le voisin, mais vous allez avoir une activité physique. Parce qu'en fait, l'activité physique, ça a été défini comme toute contraction musculaire qui entraîne une sollicitation, en fin de compte. Et donc, où on dépense de l'énergie par rapport à notre état de repos auquel on est actuellement, en fin de compte. Et donc, par exemple, voilà, c'est l'exemple des déplacements actifs. Donc, c'est par exemple, si vous prenez le bus aussi, ben, c'est descendre un arrêt plus tôt et donc de marcher sur la distance. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est en général facile à mettre en œuvre. Et maintenant, alors qu'est-ce que l'activité physique adaptée? Donc déjà, il faut savoir que on a une formation spécifique. Hein, on est issu de la faculté de STAPS de sport avec une mention particulière. Et en fait, notre objectif, c'est d'accompagner les personnes à une mise en mouvement, mais en prenant en compte la personne en entier, c'est-à-dire on ne prend pas que l'articulation qui est douloureuse. C'est aussi un état physique, mais c'est aussi un état mental, un état social, et tout ça, en fait, on va le prendre en compte pour accompagner les personnes et les conseiller dans les pratiques physiques. Si par exemple vous me dites que vous n'aimez pas du tout aller en piscine, ben, je ne vais pas vous conseiller d'en parler à votre kinésithérapeute qui a une balnéothérapie. Le but, ça va être de trouver autre chose. Donc, on n'est pas sur uniquement une articulation. Et donc, tout ça, c'est forcément basé sur des recommandations scientifiques, hein, sur des études qui sont faites par des médecins. Et il y a 20-30 ans, les rhumatologues disaient surtout « ne bougez pas ». Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas d'études de fait et ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas vous dire quoi faire parce que ce n'avait pas été démontré. Aujourd'hui, c'est le cas. On sait que l'activité physique est bénéfique pour les spondyloarthrites. Et donc, clairement, l'objectif, c'est de vous accompagner dans une pratique qui soit adaptée, qui soit régulière. Et l'objectif, c'est d'influencer la qualité de vie dont parlaient les rhumatologues, mais pas uniquement sur l'aspect physique, mais vraiment sur l'aspect aussi psychosocial.
Donc, les fameuses études dont je vous parlais. Donc, il y a peu de temps, en 2022, la Société française de rhumatologie, ils ont sorti une actualisation de la prise en charge courante dans les maladies, dans les spondyloarthrites et le rhumatisme psoriasique. Et l'activité physique est la numéro 5 de ces recommandations sur les 15. Et elle doit être encouragée. Des exercices d'auto-rééducation, donc c'est-à-dire en autonomie, sont préconisés. Et en général, pour toutes les maladies rhumatologiques, même si vous avez autre chose, s'il y a de l'arthrose, par exemple, l'activité physique va aussi être recommandée. Donc, il ne faut pas prendre peur sur ce côté-là, ce qui peut être le cas. On voit aussi que ça devient ça a sa place à part entière dans les services, où il y a de plus en plus de services qui ont des rhumatologues qui conseillent l'activité physique à leurs patients. On voit clairement les bénéfices, ils sont par exemple cardiovasculaires, mais ils sont aussi articulaires. On sait qu'une articulation qui travaille ou qui a de l'endurance, qui a du renforcement musculaire, qui a des étirements, c'est une articulation qui va être bien équilibrée sur le plan musculaire. Donc du coup, qui aura moins de douleur et qui saura mieux répondre à une situation, par exemple, si je fais du renforcement musculaire, si je marche un petit peu tous les jours, si j'ai, par exemple, je change de terrain, entre guillemets, de marche, l'articulation sera bien soutenue par rapport à cette modulation. Et donc, il y a aussi une réduction des symptômes, donc, qui sont la douleur, la fatigue, mais aussi les raideurs. Et ça, par exemple, c'est ce que je vous disais, les fameuses 5 minutes par jour que des fois font certains patients, c'est au réveil. Et l'objectif, c'est clairement de dérouiller, en fin de compte, ces articulations en partant de la tête, par exemple, et en descendant, en n'oubliant aucune articulation. Certains commencent déjà dans le lit, sous la couette, pour par exemple les chevilles, les genoux, les poignets. Continuent en se mettant assis, les cervicales, un peu les genoux, et finissent debout avec le bassin. Et c'est quelque chose de très progressif qui aide les patients, et c'est ce qui est démontré. Et on voit aussi que ça permet de lutter contre l'inflammation de bas grade. Si vous avez des prises de sang, donc c'est la fameuse petite CRP des fois qui reste, pas quand vous êtes en poussée, hein, mais la petite CRP qui reste, en fait, l'activité physique, la contraction musculaire, au bout d'un certain temps, va permettre de sécréter plein de choses, dont des anti-inflammatoires qu'on produit naturellement, mais pour ça, il faut faire de l'activité physique. Donc, quels sont les bénéfices de l'APA? Alors souvent, par rapport aux fausses croyances, on appelle ça comme ça, c'est légitime quand on est patient de se poser ces questions, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que la douleur, quand il y a une activité physique, elle ne va pas augmenter. Votre fatigue ne va pas augmenter. Ou des fois, les gens disent, je ressens que ce n'est pas la même fatigue que quand je suis en poussée, par exemple. Et surtout, quelque chose qui est souvent une crainte, c'est ça ne va pas abîmer vos articulations. Ce n'est pas pour ça qu'il va y avoir une dégradation. Au contraire, l'objectif, c'est clairement de maintenir ce qu'on appelle les amplitudes articulaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser son articulation dans son ensemble. C'est aussi de faire un peu de prévention sur la sédentarité et l'inactivité physique dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est aussi de faire de la prévention sur le long terme, sur d'autres maladies peut-être aussi, sur par exemple le diabète, l'hypertension, sur aussi l'ostéoporose. Et donc le but, c'est de jouer sur plusieurs tableaux, mais en mettant en premier lieu sur la spondylarthrite. Et notre but, en tant qu'enseignant en activité physique adaptée, c'est d'accompagner les patients vers ceci. Donc, pour la pratique, ce qui est important déjà, c'est de trouver une activité qui vous fasse plaisir. C'est-à-dire que si vous faites une activité parce que quelqu'un vous a dit « fais ça, c'est super », mais que vous détestez ça, vous allez le faire un mois et après vous allez arrêter. Et ce n'est pas l'objectif. Il faut que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir pour que vous puissiez le continuer dans le temps. Donc ça, c'est la première règle. Ensuite, c'est d'essayer, comme je vous disais, de tendre vers ces recommandations avec un peu d'endurance, un peu de renforcement musculaire, un peu d'étirement, en essayant de tendre vers ces recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas rien faire pendant plus de 48 heures. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous ne faites rien pendant plus de 48 heures, vous perdez une partie des bénéfices de la séance d'avant. Ce qui est dommage, étant donné que vous avez fait des efforts. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui font une randonnée le dimanche pendant 4 heures, c'est bien. Mais s'ils ne font rien d'autre la semaine, eh bien, ils perdent une partie des bénéfices. Et ils n'ont pas forcément plus de bénéfices que quelqu'un qui serait resté dans son canapé. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, le but, c'est d'essayer, même si aujourd'hui, vous êtes moins bien, et que vous deviez faire 1 heure de marche, eh ben, c'est pas grave si vous faites 20 minutes. L'important, c'est qu'il n'y ait pas rien. L'autre chose, c'est que votre douleur, elle ne doit pas augmenter à l'effort.
Et ça, c'est très important. Soit elle est stable, soit elle diminue. Et je vous dirai après quelques petites astuces pour adapter. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que l'activité donc, soit régulière, mais soit raisonnée et raisonnable. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'en fait, souvent, on va mieux des fois. Il y a des jours où ça va et où on a envie de faire plein de choses. Et donc, l'objectif, c'est pas de faire beaucoup plus que d'habitude. On peut faire un peu plus, mais il faut que ce soit quand même raisonnable parce que des fois, le lendemain, comme le disaient les rhumatologues, la maladie, elle est imprévisible. Donc, le but, c'est pas qu'il y ait un retour de bâton qui soit derrière. Donc, les quelques conseils de pratique dont je vous parlais pour adapter, si jamais un jour vous vous trouvez à faire une activité et que votre douleur elle augmente, eh ben, c'est de changer un des éléments qui caractérisent l'activité. Donc c'est, comme je vous disais, changer la durée, ça c'est pas grave. Ça peut être changer l'intensité. Par exemple, je parlais de l'intensité modérée tout à l'heure à un rythme un petit peu presque essoufflé. Eh bien, si aujourd'hui ça va un peu moins bien qu'avant, que hier par exemple, eh ben, je ralentis. C'est pas grave non plus, vous voyez. C'est par exemple, au lieu de faire quelque chose avec des haltères, si je fais 10 mouvements sans haltères ou 10 mouvements avec haltères, le mouvement, il sera fait. Vous aurez travaillé votre articulation, vous aurez travaillé vos muscles, et c'est ça le plus important. Donc, c'est pas grave si on enlève le poids, par exemple. Une autre chose, ça peut être, on peut changer l'environnement. La piscine, c'est quelque chose qui est très bien toléré parce qu'en fait, avec la poussée d'Archimède, on a moins de tension, on a moins ce ressenti de poids. Et donc, aujourd'hui, je devais aller à la piscine demain, peut-être que j'y vais aujourd'hui finalement parce que c'est aujourd'hui où je me sens moins bien. Donc, ça peut être de changer. Ça peut être aussi, si je vais marcher, j'ai une douleur au genou, par exemple, et je vais prendre des bâtons de marche nordique parce que c'est 20 à 30% du poids du corps qui va sur les bâtons et donc qui ne va pas sur vos hanches, vos genoux, vos chevilles. Donc, c'est quelque chose, c'est en fin de compte où on change un petit peu l'environnement. Et ensuite, alors souvent, la question qu'on me pose, c'est quoi faire en cas de poussée? Ce qui est important en cas de poussée, c'est de ne pas tout arrêter. Il faut diminuer. Donc, ça peut être, on peut changer différents éléments dont je viens de parler, mais il ne faut pas tout arrêter. Parce que si vous arrêtez tout, parce que le problème de la poussée, c'est qu'on ne sait pas quand elle vient et on ne sait pas quand elle repart. Et donc, le souci, c'est que du coup, souvent, les gens, si ça dure pendant plus de 2 jours, vous aurez perdu une partie des bénéfices de la dernière séance. Et nous, c'est ça qui nous embête. Donc, par exemple, aller marcher, même si c'est une demi-heure au lieu de 2 heures tous les jours, c'est pas grave. Mais c'est de ne pas rien faire et c'est surtout d'adapter en prenant en compte au moment T comment vous vous sentez. C'est ça le plus important. Et donc maintenant, voilà, à vous de jouer. Alors, j'ai pas pris l'image pour vous faire des choses un peu dynamiques comme ça, mais pour le côté motivation, parce que vous pouvez voir que elle dit 40 minutes à donf, donc à fond. La montre va me féliciter. Donc cette personne, sa motivation, c'est le fait que la montre va lui dire bravo, tu as fait toute ton activité physique de la journée. Donc chacun, on a tous une motivation, on a tous une motivation différente, et donc c'est de trouver la vôtre avec une activité qui vous fasse plaisir et que vous puissiez l'adapter en fonction de comment vous êtes. Merci de votre attention. Merci Sophie. Très bel exposé. Nous allons terminer ce tour d'horizon des spondylarthrites avec Céline Lambert, qui est aide-soignante au CHU à Strasbourg, sur la sophrologie, pourquoi, comment. On saura tout. Merci, bonjour à tous. Alors, donc moi j'ai eu la chance de faire un diplôme universitaire en sophrologie et on m'a demandé de vous présenter un peu la sophrologie aujourd'hui. Alors, prochaine diapo s'il vous plaît. Donc, quelle est son origine? La sophrologie est une méthode scientifique qui a été créée en 1960 par un neurologue et psychiatre colombien, le professeur Alfonso Caicedo. Le professeur Caicedo a développé cette méthode pour soulager la souffrance de ses patients, pour calmer leurs anxiétés et leurs états intérieurs. Si l'on regarde l'étymologie du mot sophrologie, le mot sos, phrène et logos, on voit bien que c'est l'étude de l'harmonie et de la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui va vous permettre de développer une conscience sereine à partir d'un entraînement personnel qui sera basé sur des techniques de relaxation et de respiration. Elle va permettre de créer un équilibre et une harmonie entre le corps et l'esprit. Et elle va transformer chaque personne qui va la pratiquer.
La sophrologie va nous permettre d'améliorer notre qualité de vie et de renforcer nos ressources. Alors, à quoi elle va servir? Dans un premier temps, avec la sophrologie, on peut traiter, on peut aussi faire de la prévention, et la sophrologie vise également à une meilleure connaissance de soi. Alors, dans quel domaine on va pouvoir l'appliquer? Donc, vous voyez les petits panneaux sur la droite, hein, les domaines sont relativement vastes, mais bon, pour en citer quelques-uns, il y a la prise en charge de la douleur, la gestion du stress, des angoisses, des émotions, les troubles du sommeil, l'accompagnement des patients qui ont une maladie chronique, la nervosité et le manque de confiance en soi, par exemple. Quelles vont être les limites de cette méthode? Alors, en premier lieu, le retard mental. La sophrologie est une méthode qui doit être expliquée et du coup, le retard mental est une limite à cette pratique. Ensuite, en deuxième temps, on va avoir le refus de l'alliance entre le sophrologue et le patient. Alors, l'alliance, c'est la relation qui va être établie entre ces deux personnes. Ça peut être, par exemple, une certaine réticence de la part du patient ou un simple refus. Puis également, toutes les pathologies d'ordre psychiatrique, les schizophrénies, les psychoses, et également une certaine fragilité émotionnelle. Alors, comment est-ce qu'on va la pratiquer? La sophrologie se pratique dans une position qui peut être debout, assise ou allongée, mais on va avoir préférence à privilégier les deux premières postures, l'important et l'objectif ici étant de ne pas s'endormir. Quelles vont être les durées des séances? Alors, c'est relativement variable en fonction de la technique qui sera abordée et des besoins de la personne. Donc, ça peut aller dans l'ordre de 15 à 20 minutes jusqu'à 1 heure. Les moments que l'on va choisir pour pratiquer nos séances, il n'y aura pas de moment bien particulier, ça sera surtout le moment qui vous convient le mieux à vous. Et du coup, lorsque vous aurez choisi votre moment, l'essentiel, c'est d'être totalement disponible pour votre séance, donc de couper votre téléphone portable et de prévenir votre famille ou votre entourage que vous n'allez pas être disponible le temps de votre séance. Aucun matériel n'est disponible, n'est nécessaire pour la pratique de la sophrologie. Hein. Et comme vous le voyez sur la photo, on peut pratiquer en séance collective ou bien en séance individuelle. Alors, chose importante, la pratique de la sophrologie, ça ne s'apprend pas dans les livres. Hein. La sophrologie, ça se pratique. Et pour pratiquer, il est préférable de commencer avec un professionnel. Alors, où trouver ces professionnels? Vous allez les trouver dans l'annuaire des sophrologues et la chambre syndicale de sophrologie. Il est préférable de se tourner vers un sophrologue certifié parce que malheureusement, la sophrologie est peu réglementée. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous aurez fait un début de chemin avec le sophrologue, l'avantage c'est qu'en sophrologie, on devient très vite autonome et on peut travailler tout seul. Mais vous avez la possibilité de toujours vous faire aider avec des séances que vous retrouvez sur YouTube ou sur le site de la FAI2R où une sophrologue dispense plusieurs séances où elle aborde différents thèmes, notamment celui sur la diapositive qui est la gestion de la douleur. Petite précision encore, la sophrologie n'est pas remboursée, n'est pas prise en charge. Alors, il existe quelques rares mutuelles qui prennent en charge 1 à 2 séances de manière annuelle. Mais voilà, il faut se dire que ça a un coût, tout du moins au début, lorsque vous êtes avec le professionnel. Pour terminer, la sophrologie est vraiment une méthode qui va vous permettre de retrouver le calme, de prendre du temps pour vous et d'être attentif surtout à vos besoins. Donc, retrouver du bien-être, on parle beaucoup du bien-être actuellement, du fameux lâcher-prise qu'on entend beaucoup aussi, et vraiment de retrouver du temps pour soi, de travailler sur ce lien très important entre le corps et l'esprit. Se souvenir aussi, c'est très important, que la sophrologie, elle va venir épauler la médecine traditionnelle. Hein. Elle vient en complément et non pas à la place. Hein. Les médecins en ont parlé. La sophrologie, la méditation, toutes ces choses-là vont vraiment pouvoir venir vous aider en plus de vos traitements. Hein. Chose aussi importante, c'est que la sophrologie va être un guide. Donc, vous allez être guidé au début par le sophrologue, puis vous allez travailler en autonomie. Et dites-vous bien que les ressources sont en nous. Hein.
Dernière chose, c'est que la sophrologie fait partie d'une des techniques. Il en existe d'autres sur lesquelles vous avez peut-être envie de vous diriger parce que ça correspond plus à votre sensibilité, à vos besoins, à vos attentes. Donc, vous pouvez vous diriger vers la méditation dont on parlait tout à l'heure, ou l'hypnose, ou le yoga, par exemple. Et pour terminer, une phrase importante qui est l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un petit temps de questions, quelques minutes. Alors, si vous aviez des questions particulières, tout spécialement pour nos 3 derniers conférenciers, la parole est à vous. Oui. Ou autre. Laura peut répondre. Oui, vous allez pouvoir le retrouver sur le site YouTube des HCC, mais également sur le site, normalement, je crois, des autres établissements, les hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'hôpital de Mulhouse. Monsieur Ernie. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est que un des réflexes quand on a une maladie comme ça qui est difficile aussi à comprendre, eh bien, on essaye de reprendre d'une manière ou d'une autre le contrôle de sa maladie en dehors des traitements, par exemple. Et donc, une des choses qui vient naturellement, c'est la question de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment des questions que tout le monde se pose, comment faire. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de régimes qu'on peut voir sur Internet qui sont préconisés, anti-inflammatoires, etc. Donc aujourd'hui, on ne conseille pas, nous, ce type de régime, mais ce que l'on sait, par contre, c'est que la maladie inflammatoire constitue un facteur de risque cardiovasculaire à part entière et que donc on préconise un régime méditerranéen de type crétois en fait qui prévient en fait le facteur de risque cardiovasculaire. Donc après il y a peut-être quelques particularités, mais c'est ça. Il n'y a pas de régime anti-inflammatoire avec notamment pas de régime d'éviction, pas de régime sans lait qui est préconisé par la science, qui est plutôt délétère en fait, puisque quand on a une maladie inflammatoire, on a aussi un peu plus de risque de faire de l'ostéoporose, et donc voilà, c'est pas conseillé les régimes d'éviction, si c'est ce à quoi vous pensiez. Ouais. Pour rajouter il y a des dernières recommandations qui sont sorties. Donc effectivement, une alimentation riche en oméga 3. Donc ça rejoint le régime crétois, régime méditerranéen. Mais c'est pas toujours facile, notamment en Alsace. Vous savez pas forcément. Donc on peut acheter aussi, alors c'est pas pris en charge, mais des ampoules d'oméga 3 pour avoir un apport régulier d'oméga 3. Il y a vraiment des études qui montrent qu'il y a que c'est anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment ce qui ressort. Voilà. Pour terminer au niveau diététique, la seule préconisation qu'on peut avoir reste
d'avoir une alimentation qui soit variée, sans impasse, dans la mesure du possible, sauf contre-indication médicale bien précise, et puis dans la mesure du possible, limiter le surpoids. Donc éviter les surpoids importants, là aussi, hein, dans les maladies articulaires, ça a son importance. Donc, mais au-delà de ça, il n'y a aucune préconisation diététique qu'on puisse retenir. Je rajouterais juste le surpoids, c'est vrai qu'on pense toujours au côté poids mécanique, donc du poids sur les genoux ou sur les chevilles, mais il ne faut pas imaginer le tissu graisseux comme un tissu inerte. Le tissu graisseux, il fabrique aussi plein de choses pro-inflammatoires. Et donc, en fait, ça favorise l'entretien de l'inflammation. Donc, il n'y a pas que le côté kilo, mais il y a le côté aussi pro-inflammatoire. C'est la grande question, hein. Pourquoi à un moment donné, ça se développe? Ce qu'on sait, c'est que c'est multifactoriel, que ce n'est pas une maladie génétique, parce qu'avec le HLA-B27, ça peut aussi prêter à confusion. Ah bah donc c'est une maladie génétique, je vais le transmettre forcément. Il y a probablement des facteurs infectieux, des facteurs environnementaux, le tabac, des facteurs de stress aussi, puisqu'on rapporte quand même jusqu'à 30% des patients qui déclenchent, mais comme dans d'autres maladies. Hein, et certains vont peut-être développer une spondylarthrite et d'autres vont développer. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, probablement des choses autour du microbiote. Hein, donc l'alimentation, l'environnement, vous savez qu'il y a beaucoup de... Le microbiote, c'est ce qu'on porte, toutes les bactéries qu'on a dans notre intestin. Mais peut-être que l'avenir va nous donner plus de réponses certaines. Mais pour le moment, voilà, on sait qu'il y a différents facteurs, mais parfois les patients se disent, bah oui, mais chez moi, j'ai pas de facteur. Je fume pas, j'ai pas été stressé et pourtant j'ai la maladie. Je crois que Monsieur Heinrich a une question. Oui, Monsieur bonjour. Heinrich? Oui, bonjour. Bonjour, docteur Saudet. Vous me reconnaissez, j'espère. Oui, On se suit. Moi, j'ai une question concernant tout ce qui était vitamine D. Est-ce qu'il faut se supplémenter ou pas? Oui, alors pour la vitamine D, il est clair. Alors, on n'a pas démontré que la carence en vitamine D favorisait les poussées de spondyloarthrite. Mais clairement, la vitamine D, c'est ce qui permet de bien absorber son calcium et donc de bien calcifier, enfin avoir un bon squelette. Et on sait que dans la spondylarthrite, Marc l'avait dit, eh bien, on peut avoir des problèmes aussi d'ostéoporose liés à l'inflammation, par exemple, liés au fait aussi, par exemple, qu'on ne bouge peut-être pas assez. Et donc, c'est un moyen de lutter contre ça. Donc, la vitamine D, il faut se supplémenter. D'ailleurs, tout le monde devrait se supplémenter, mais encore plus quand on a une spondyloarthrite. Merci. Tout le temps. Alors, on peut doser la vitamine D pour voir d'où vous êtes, effectivement, parce que ça va dépendre un petit peu de l'âge aussi qu'on a, puisque les usines à vitamine D, elles sont sur la peau. Et donc, c'est les réactions avec le soleil qui vont faire qu'on va fabriquer de la vitamine D. Donc, le soleil, c'est variable. Même quand il y en a beaucoup, on va mettre de la crème solaire, donc les usines, elles ne vont pas bien travailler. Et on sait que ces usines, après 50, 60 ans, elles sont un peu plus... C'est plus difficile pour elles de fabriquer de la vitamine D. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Mais globalement, on manque de vitamine D quand on vit en Alsace. Et donc, on peut doser une fois pour savoir où vous en êtes. L'idéal, c'est d'en prendre soit quelques gouttes tous les jours, soit en dose plus importante tous les mois. Après, c'est pareil, c'est comme les médicaments, il faut trouver son équilibre. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Qu'est-ce que vous arrivez mieux à le faire? Voilà, on arrive à la fin de la conférence. Merci à tous nos orateurs pour leur très belle présentation et surtout merci à vous d'être venus en nombre. Écoutez cette conférence, un grand merci. Et à nos auditeurs également, qui étaient là aussi très nombreux et on était agréablement surpris du succès de cette réunion.